Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va parler immobilier. Après une année 2025 chahutée, on va voir peut-être comment investir sur un actif refuge, l'immobilier de santé. Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et que vous galérez avec votre conformité, on présente également un outil clé en main pour assurer cette conformité. Et puis enfin, on s'intéresse toujours en immobilier au boom des clubs deals immobiliers. C'est tout de suite dans la matinale. Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à l'immobilier de santé avec un expert, Daniel Weil. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la recherche et stratégie chez Eurial. Une première question, Daniel, on a vu que les investisseurs qui sont déjà, notamment en France, assez chargés, on va dire, en immobilier, ils s'intéressent de plus en plus à ce qu'on appelle l'immobilier alternatif. Oui. Pourquoi cet état de fait ? Ça, c'est une caractéristique un peu de la crise qu'on a vécue en 2022-2024, c'est que le risque n'est pas venu de là où on pensait qu'il viendrait. C'est-à-dire que le risque est venu, ou les pertes sont venues du bureau le plus établi, le plus massif, Oui. etc. Donc il y a un peu une désorientation, je dirais, des investisseurs, à la fois particuliers et institutionnels d'ailleurs, et du coup un regain d'intérêt pour finalement ce qui a le moins des côtés, ce qui a le mieux traversé les crises, parce qu'il y a la crise du Covid et puis la crise de la hausse des taux, et ce qui a le mieux traversé, c'est justement cet immobilier alternatif qui n'est pas le bureau, qui n'est pas le commerce. Aujourd'hui, il y a une très forte poussée en faveur, par exemple, des résidences étudiantes. Oui. Des data centers. On sait que la construction des data centers est aujourd'hui au-dessus de la construction de bureaux, dans un pays, dans un État comme les États-Unis. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il y a une sorte de réorganisation des désirs des investisseurs institutionnels. Et parmi, je dirais, cet immobilier alternatif, il y a des choses comme les résidences seniors, comme les cliniques, comme le life science. L'immobilier de santé. On regroupe sous le terme d'immobilier de santé. Voilà, donc vous êtes spécialiste effectivement chez Eurial. Alors vous en citiez justement Life Science, maison de retraite. Quels sont le type d'actifs qu'on va trouver ? Pour moi, c'est tout l'immobilier qui répond à l'enjeu du vieillissement de la population et les conséquences sanitaires du vieillissement de la population, qui est quelque chose de massif et qui est quelque chose qui est devant nous. Il faut bien voir que la génération du baby-boom, donc en France, les gens qui sont nés entre 1945 et 65, ceux qui sont nés en 45 commencent à avoir 80 ans et donc entrer dans ce qu'on appelle le 4e âge aujourd'hui, et ceux qui sont nés en 65 entrent dans le 3e âge aujourd'hui. Et donc, ça pose des sujets d'hébergement, et donc là, il y a toutes les formules d'hébergement des seniors qu'il ne faut pas restreindre aux seuls EHPAD, d'ailleurs, mais toutes les formules d'hébergement des seniors en fonction de votre niveau de dépendance, d'autonomie, etc. Village de seniors, résidence-service seniors, EHPAD, etc., etc. Il y a toute l'offre, je dirais, de ce qu'on appelle de court séjour, c'est-à-dire de cliniques, de centres médicaux d'urgence, de pôles santé, de centres médicaux, de bâtiments qui agglomèrent des médecins en mutualisant des services communs, etc. Et puis nous, on ajoute aussi la dimension life science, laboratoire, qui en fait est connecté à cet écosystème. Et tout ça, ça forme l'immobilier de santé selon Eurial. Daniel Weil, pourquoi justement ça a mieux résisté et pourquoi c'est à même de mieux résister ? Est-ce que c'est dans la typicité, je ne sais pas, des baux qui sont plus longs, les perspectives, vous l'avez dit, démographiques qui ne vont pas aller en s'améliorant ? En s'améliorant, ça dépend, ça peut être une bonne nouvelle bonne nouvelle de vivre plus longtemps. De vivre plus longtemps, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut le gérer. Alors, c'est l'addition de tout ça. Alors, pour moi, la première explication, c'est évidemment la longueur des baux. On parle d'actifs où la notion de déménagement n'est pas la même qu'ailleurs. Si je vous demande si l'hôpital où vous êtes né est encore là, par rapport à si je vous demande si l'entreprise où vous étiez il y a 20 ans est encore locataire du même immeuble, on n'aura pas la même réponse. Dans la plupart des cas, ces immeubles, ces acteurs sont capables de signer des baux en France de 10-12 ans, mais dans d'autres pays de 20-25 ans. Donc ça donne une stabilité et surtout du point de vue investisseur, c'est ce que les gens recherchent en immobilier. Ce qu'on recherche en immobilier, c'est traverser les crises avec un revenu régulier. Donc,
Clairement, l'immobilier de santé donne ça. Et puis après, il y a la perspective démographique, ce dont vous parliez, qui fait que les taux d'occupation aujourd'hui, après le Covid, on a eu une baisse des taux d'occupation dans les établissements seniors, par exemple, qui est taux d'occupation qui était de l'ordre de 90-95%, qui sont tombés à 80-85%. Et aujourd'hui, on est revenu, je dirais, mécaniquement, si j'ose dire, à 90-95%. Donc il y a une force de rappel démographique, à la fois dans les valeurs et dans les indicateurs opérationnels de ces actifs-là. D'accord. On s'intéresse bien sûr en ce début d'année aux perspectives de cette classe d'actifs. On a senti qu'il y avait de la volatilité l'an dernier due aux tarifs, notamment Oui. à cette année 2025, qui a impacté la pharmacie. Qu'est-ce qu'il en est en 2026 ? Effectivement, déjà, dire qu'en 2025, il y a eu le début d'un vrai rebond au niveau des volumes d'investissement. On sait que les valeurs, comme je vous l'avais dit, les valeurs d'expertise sont celles qui ont le moins décoté parmi toutes les classes d'actifs immobilières. Et en 2025, il y a eu la récompense de ça, c'est-à-dire le retour de la confiance des investisseurs, alors même que les marchés financiers vont bien, alors même que le vent ne pousse pas dans le dos de l'immobilier, etc. Il y a un volume d'investissement de l'ordre d'une dizaine de milliards en Europe, beaucoup alimenté par ce qu'on appelle les externalisations, c'est la mise back en bon français, c'est-à-dire les stratégies où les opérateurs, les exploitants, vont vendre leurs murs, vont les mettre sur le marché, et là précisément c'est ce qui va alimenter en 2025 et va alimenter en 2026 le marché. Ensuite, en 2026, on pense que ce sera une très bonne année du point de vue des volumes et une bonne année du point de vue des valeurs, parce qu'en fait, il y a le début de l'intégration de l'IA et tous les modèles qu'on appelle ambulatoires. C'est-à-dire que ce sont des établissements qui ont vocation à faire des gains de productivité. D'accord. Alors, attention, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un coût de la masse salariale, une difficulté à recruter pour ces établissements qui est un vrai frein au développement de beaucoup d'exploitants. Mais il y a par ailleurs des vrais gains de productivité à attendre, notamment sur toute la partie soins, la partie clinique, où aujourd'hui, on le voit bien, un établissement s'occupe autant des personnes à l'extérieur de la clinique qu'à l'intérieur. Donc des progrès sur l'ambulatoire, notamment grâce à l'IA. C'est une bonne nouvelle pour les patients et bien évidemment pour les investisseurs. Les investisseurs. Merci Daniel White. Je rappelle que vous êtes le directeur de la recherche et la stratégie chez Eureal, donc feu vert, pour clignotant en vert pour les actifs de santé. Très bonne année et à très bientôt dans la matinale. Merci et bonne année. Et dans la matinale, on s'intéresse à la conformité, la compliance pour certains, avec une spécialiste, c'est Marie-Adélaïde Plusinski. Bonjour Marie-Adélaïde. Bonjour. Vous êtes directrice du développement de Must Compliance, un outil qu'on va découvrir avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter, faire le pitch justement de Must Compliance ? Alors, Must Compliance, en fait, on est une société de conseil avant tout, une société de conseil en conformité. Et on travaille sur deux pôles de la conformité des cabinets, avec tout ce qui est mise en place ou mise à jour des procédures, la cartographie des risques, la gouvernance produit, et puis tout ce qui est audit, diagnostic, accompagnement en cas de contrôle des associations ou du régulateur. Oui. Donc là, c'est la prestation de conseil. Et on a également toute la partie conformité client. Donc là, c'est la formalisation du devoir de conseil d'un conseiller en gestion de patrimoine vis-à-vis de son client. Quand il distribue un produit financier, il doit faire donc des documents. Et Must Compliance, c'est un outil qui permet d'automatiser donc cette conformité client via un éditeur de documents réglementaires. D'accord, c'est vrai que cette part de conformité, elle a pris une place prépondérante, j'allais dire, au cours des dernières années. C'est une part importante pour le travail administratif des conseillers en gestion de patrimoine. Comment est venue l'idée, justement? Quelle est la genèse du projet Must Compliance? Alors, en fait, il est vrai que la conformité, c'est un vrai point de douleur pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et l'idée, en fait, est venue d'un petit un think tank de CGP qui s'appelle InCommon. Donc, c'est pas un groupement, c'est vraiment un petit groupe de pensée, on va dire, en gestion de patrimoine. Et le groupement InCommon, enfin le groupe InCommon a
réfléchi justement à leur conformité. Ils avaient tous, c'était 13 cabinets répartis sur France entière, et des cabinets de toute taille, mais tous avec cette problématique et cette charge mentale de la conformité. Et ça s'est passé un peu pendant le confinement, où ils se sont vraiment posés sur leur conformité et ont décidé de créer un outil, mais que pour eux en interne au départ. D'accord, c'est un outil interne finalement. C'est ça, 13 associés, ça représentait, on va dire, une quarantaine de conseillers en gestion de patrimoine. Et l'outil donc, a été développé pour eux et a été utilisé comme ça pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Mais au fur et à mesure des développements, puis en discutant autour d'eux, ils se sont rendus compte que finalement, tout le monde a cette même problématique. Et donc, on a décidé d'aller plus loin et de développer l'outil vraiment pour tout le monde. Et donc, c'est un outil terrain pour le terrain, un outil D'accord. conçu Vous dites par un la logiciel, CGP. c'est quoi? C'est un SaaS aujourd'hui, ça se développe, les autres cabinets peuvent l'acquérir ou acheter une licence? C'est une application en mode SaaS, il faut être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. L'avantage, c'est qu'on fait des mises à jour en permanence, c'est vraiment notre force. Et justement, c'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait qu'on est vraiment une société de conseil. On met à jour en permanence les documents qui correspondent aux associations professionnelles de nos clients. Et donc, effectivement, on met des mises à jour en permanence sur l'outil, et on fonctionne au système d'abonnement annuel pour nos clients. Ouais, j'ai une question, c'est justement quelle est la principale difficulté? Vous parlez de mise à jour. C'est vrai que le droit évolue constamment. C'est la veille qui est importante, c'est d'avoir des juristes, de pouvoir mettre à jour l'outil. C'est ça. La vraie difficulté, je pense, en conformité. Alors moi, je suis juriste et souvent, je dis justement, il nous manque un code de la conformité. On a un code des assurances, un code général des impôts, mais on n'a pas un code de la conformité. Donc, c'est pas tant appliquer la conformité, c'est pas difficile, c'est de savoir quoi appliquer. Puisqu'en fait, la conformité, ça évolue vraiment tout le temps. C'est les recommandations du régulateur, donc AMF, ACPR. Et puis, on a aussi les recommandations des différentes associations professionnelles. Et elles sont différentes, ça tombe pas aux mêmes périodes. Donc, pour un CGP, c'est vraiment difficile d'y voir clair. Donc, nous, on est là pour justement essayer de leur faire une ligne directrice, savoir quoi suivre. Et puis surtout, ce que je disais, c'est vraiment retirer de la charge mentale au CGP pour qu'ils aient plus cette évolution, ce suivi à faire. Donc finalement, Must Compliance, c'est un peu à la croisée des chemins entre la tech et la jurisprudence. C'est ça. En fait, on met la technologie au service de la réglementation. On est une RegTech. Voilà, il y avait les Legal Tech. C'est ça. Les MedTech pour la FinTech médecine, et les RegTech. Les RegTech pour la réglementation. On a vu une année 2025 compliquée au niveau réglementaire avec l'instabilité politique notamment. Comment vous voyez cette année 2026 qui s'ouvre? Pour nous, d'un point de vue réglementaire, toujours plus de textes qui s'appliquent. On a vu la loi Industrie verte là, pour l'assurance qui est venue formaliser le suivi du conseil dans le temps en assurance. Et donc nous, c'est forcément, on adapte notre outil. Donc nous, on continue notre développement pour 2026 en essayant d'apporter encore plus de services et un parcours totalement digitalisé pour nos clients. Ouais, vous parlez de digitalisation. Quelle réponse vous apporteriez à quelqu'un qui dit moi j'en ai plus besoin, maintenant j'ai ChatGPT, je demande directement la conformité à ChatGPT? Alors la conformité et l'IA, c'est le juridique et l'IA, ça va pas encore forcément bien ensemble. La réglementation bouge tellement que mettre de l'IA dans notre outil, alors aujourd'hui on utilise l'IA pour de la rédaction, de l'IA générative, mais aujourd'hui il n'y a pas d'IA fiable en conformité puisque ça évolue trop vite. Donc nous on le teste, on voit, ça invente des jurisprudences et donc aujourd'hui on peut pas se fier que à de l'IA et que à ChatGPT surtout. Ouais, attention danger avant de faire des recommandations. Donc on a bien compris, on évite beaucoup de temps finalement perdu. On aura une information fiable avec Must Compliance. Les innovations, on finit par ça pour 2026, c'est quoi? Alors, toujours gagner du temps. Aujourd'hui, c'est 10 minutes à peu près pour faire ce qu'on fait habituellement en 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est pour nous améliorer toujours l'expérience client, ce qu'on appelle l'UX sur l'application. C'est avoir une meilleure lisibilité, aller encore plus vite et puis avoir sécurisé totalement la chaîne du CGP. Aujourd'hui, un CGP, c'est son conseil. Donc, il faut aussi formaliser son conseil via les bilans
bilans patrimoniaux et donc on a un partenariat avec une société pour ça, pour apporter ce service-là également. Ensuite, le CGP distribue son produit. Donc là, nous, Musk Compliance, on fait tout le document réglementaire de l'entrée en relation au suivi. Et puis, il y a l'allocation aussi. Le CGP doit sécuriser son allocation. Donc là encore, on crée en fait des connexions, des API entre logiciels parce qu'aujourd'hui, alors il est assez utopique de penser qu'un seul outil peut tout faire. Mais nous, on part du principe, et c'est vraiment notre souhait de développement, d'avoir une plateforme unique, une entrée unique, mais vers des logiciels spécialisés pour pouvoir répondre justement à une plateforme de conformité connectée qui répond à toutes les problématiques. Plugger finalement à d'autres outils complètement d'architecture. Exactement. Nous, aujourd'hui, on a une API avec O2S d'Arvest qui permet à nos clients de ne pas avoir à ressaisir les informations clients puisque les données vont circuler d'un logiciel à l'autre. C'est précieux. Voilà, donc si vous galérez avec votre conformité, n'hésitez pas, donc Musk Compliance, à découvrir cet outil clé en main de la conformité. Merci Marie-Adélaïde Polsinski. Je rappelle que vous êtes directrice du développement chez Musk Compliance et à bientôt dans la matinale. Merci beaucoup, avec plaisir. Et dans la matinale, on s'intéresse à l'immobilier, bien sûr, mais à une particularité, ce sont les club deals immobiliers qu'on le vend en poupe actuellement. On en parle avec un spécialiste, c'est Jérémy Ifra. Bonjour Jérémy. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général du groupe Columbus, qu'on va découvrir avec vous, et on va s'intéresser justement au club deal que vous faites en ce moment, notamment avec les banques privées. Petite première question, groupe Columbus, c'est quoi ? Groupe Columbus, on est d'abord un opérateur immobilier, plutôt à création de valeur à la base. On gère à peu près 300 millions d'euros d'actifs, plutôt des fonds régulés à la base, et aujourd'hui de plus en plus de club deals, comme vous l'avez spécifié en introduction. Très bien. On a vu une désaffection un petit peu des institutionnels, notamment pour tout ce qui est SCPI, OPCI. C'est vrai qu'il y a eu un boom il y a quelques années, et puis sinon un crash, en tout cas un coup d'arrêt assez retentissant avec la montée des taux d'intérêt. On a l'impression qu'aujourd'hui, les acteurs, ils veulent quelque chose de plus tangible, de plus réel, peut-être des opérations aussi plus petites. Quelle est votre vision là-dessus ? L'effet boîte noire de la SCPI ou de l'OPCI a vécu, en tout cas pour le moment. Et c'est vrai que les investisseurs souhaitent savoir ce qu'ils achètent pour plusieurs raisons. La première, évidemment, par prudence, ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont dans les SCPI ou dans les OPCI, mais c'est également pour comprendre le marché de l'immobilier, avoir une première expérience pour certains, surtout pour les investisseurs plutôt family office, multifamily office, qui ont une volonté de comprendre l'investissement immobilier, et d'autres, donner un sens à leurs investissements. Je vous donne par exemple, on a fait un investissement dans de l'immobilier de santé dans Paris, en face de Sainte-Anne. Certains investisseurs nous ont dit, ça nous parle, on voudrait investir dans cette opération parce que la santé mentale, la santé publique, c'est quelque chose qui est important pour nous. Quel type d'opération vous faites exactement dans ces club deals ? Ça va être prendre un immeuble, essayer de le réaménager, de faire des opérations de type value-add, comme on dit ? Alors, on fait du bureau, du commerce et de l'habitation. Un peu moins de bureaux aujourd'hui, un peu plus d'habitation et de commerce, parce que c'est la demande. On va avoir deux types d'opérations, des opérations à création de valeur, ce qui est notre ADN. On va acheter, repositionner l'actif, et que ce soit de manière locative ou techniquement, on va faire des travaux et le repositionner, on va transformer certains immeubles de bureaux en hôtels par exemple, et on va donner un TRI qui peut être à peu près au-dessus de 12% aujourd'hui en création de valeur. Ça, c'est le premier type d'opération. La deuxième, qui est en train de se développer, alors est-ce que c'est pour faire concurrence au SCPI, je ne sais pas, mais en tout cas, certains investisseurs souhaitent qu'on leur rende un coupon. Et donc, on va acheter sur le plus long terme, donc 6, 7 ans, peut-être jusqu'à 10 ans, et on va fournir un cash on cash autour de 5,5 à 6% sur des opérations franciliennes. D'accord. Justement, vos clients, on en parle. On voit de plus en plus de banques privées qui sont intéressées par ces montages. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors,
plus largement que les raisons pour lesquelles les investisseurs en globalité cherchent des investissements en club deal, les clients de banques privées, aujourd'hui, ils regardent leur patrimoine et ils voient que le fonds en euros peut peut-être demain être fiscalisé. Ils voient que les fonds régulés leur ont rendu leur argent avec la hausse de la bourse, que l'obligation pépère, c'est terminé. Et donc, ils cherchent à trouver des opérations dans ce qu'on appelle des private assets, donc l'immobilier, le private equity et les infrastructures. Oui. Alors, je ne serais pas mauvais en disant que le private equity, c'est plus compliqué que l'immobilier. Donc, certains investisseurs ne trouvent pas leur compte dans le private equity. L'infrastructure, c'est du long terme, comme son nom l'indique. Très long terme. Très long terme. L'immobilier, quand vous achetez à moins de 10 000 euros dans Paris aujourd'hui, ce qui peut être le cas, vous comprenez assez bien que vous faites plutôt une bonne affaire. Et si vous tombez sur un opérateur sérieux qui est suivi par un banquier privé de qualité, n'oublions pas que les banquiers, c'est des gens qui ont une formation, qui ont un track record, avec toute une organisation derrière pour assurer que l'investissement que les clients vont faire est certain, ça donne une légitimité à ce produit. Bien sûr. Et puis la pérennité aussi du patrimoine, ça c'est important, c'est leur priorité. Une dernière question, Jérémy Frasse, c'est vrai sur cette année 2026 qui s'ouvre. On a vu 2025 qui finalement était un cru assez bon, en tout cas en retournement pour l'immobilier. Comment vous voyez cette année 2026 ? Alors, je vais peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est certainement pas une année de reprise. Aujourd'hui, on a à peu près, si je regarde l'Europe, on a à peu près 600 milliards de dettes qui arrivent à échéance entre 2025 qui est fini, mais 2026-2027, avec à peu près 80 milliards de dettes qui sont non refinançables. Non refinançables, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce sont des dettes qui sont des bad dettes et qui aujourd'hui vont peser sur l'investissement immobilier. Donc les prix vont continuer à baisser et ça va donc être plutôt une année de transition. 2027, on connaît les échanges politiques, donc là aussi il va y avoir un peu de difficulté pour que ce soit une reprise franche et décisive, mais ça, si on regarde maintenant le verre à moitié plein, ça va être une année de formidables opportunités pour les investisseurs. Et donc, avec nos partenaires, on travaille avec le groupe BPCE, avec Indosuez Wealth Management. On espère faire rentrer de nouveaux partenaires avec nous dans les clubs deals de banques privées, multifamily office, family office. On pense que c'est l'année où il va falloir investir non pas sur des opérations très court terme, mais investir sur 3, 4, 5 ans, voire plus. C'est une excellente possibilité aujourd'hui, une excellente opportunité pour les clients qui cherchent à consolider leur patrimoine. Ah voilà, en tout cas, ça fait plaisir de savoir qu'effectivement, ça va être difficile, mais il y a forcément des opportunités dans ce marché. Merci Jérémy Ifra. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Columbus et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.